Bien, bonjour à tous. Écoutez, l'AFP2E est absolument ravi de vous accueillir pour cet événement, puisqu'on va vous présenter le 8e rapport sur l'état des services d'eau et d'assainissement en France. Et je pense que cette année est une année un petit peu particulière. Plus exactement, ce que je voudrais partager avec vous en guise d'introduction, c'est qu'il me semble qu'il s'est passé quelque chose dans notre pays autour de l'été 2022. Vous vous souvenez, l'été 2022, un été particulièrement sec, avec beaucoup de sujets liés à l'eau qui ont été fortement médiatisés. Canicules, incendies, collectivités qui se sont retrouvées sans service d'eau, avec des ravitaillements parfois aux camions-citernes. Bref, des images qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir dans notre pays. Depuis l'automne 2022, il me semble que les médias ont mis plus l'accent sur le sujet. Et en tout cas, il y a un résultat très concret qui me paraît peu contestable, c'est que la thématique de l'eau est montée subitement dans l'agenda politique de l'État. Vous vous souvenez qu'au mois d'avril dernier, c'est le président de la République lui-même qui a présenté le plan eau. Preuve d'une prise de conscience par l'État du fait que quelque chose était en train de changer dans notre pays sur ce plan. Donc, je suis particulièrement content qu'on puisse consacrer cette matinée à une thématique qui nous est chère à tous. Merci à tous les représentants présents dans cette salle, à la fois élus, experts, universitaires, représentants des cabinets ministériels, des administrations de l'État, des collectivités bien sûr, et puis de tout l'écosystème plus général qui s'intéresse à nos problématiques. Donc, je vous le disais, on sent bien depuis plusieurs mois monter un certain nombre d'attentes sociales ou sociétales. Beaucoup à base d'inquiétudes sur la ressource. Est-ce qu'on risque de manquer d'eau ou pas dans ce pays? Inquiétude sur la qualité de l'eau du robinet. Je pense qu'avant de débattre de ces questions-là, ça va être tout à fait pertinent et intéressant d'écouter ce que le BDO, anciennement BIP pour les vieux comme moi, dont je suis ravi d'accueillir le président Pierre Lost à côté de moi, parce que je pense qu'avant de débattre, il faut déjà essayer de factualiser, essayer d'objectiver un certain nombre d'éléments. Une fois le constat posé, ça va être l'objet de la présentation qui va nous être faite par le BDO. On a prévu 3 tables rondes pour la seconde partie de cette matinée. Une première table ronde qui va s'intéresser justement au problème de la ressource et de la prévention des conflits d'usage. Je vous renvoie là aussi à quelques épisodes récents, pas mal médiatisés. Je pense à des affaires comme Sainte-Soline, encore un peu plus avant, le barrage de Sirven, etc. Donc on voit que cette problématique des usages de l'eau, hélas, n'est plus un fantasme, c'est quelque chose qui est réel, qui commence à se produire dans notre pays. Je pense que c'est utile de réfléchir à comment on peut prévenir ces événements-là. Une seconde table ronde sera consacrée aux problèmes de qualité. Là, je vous renvoie à tout ce qui se dit beaucoup dans un certain nombre de médias depuis des mois. C'est toute la thématique des micropolluants, des métabolites de pesticides, du chlorothalonil et j'en passe. Et puis enfin, je pense qu'on n'évitera pas évidemment un questionnement sur la manière de financer nos services d'eau et d'assainissement, d'autant plus que ce produit en 2023, un phénomène qu'on n'avait pas vu se produire, en tout cas pas dans ces proportions-là jusque-là, qui est une réduction des volumes. La réduction des volumes et des consommations d'eau en France, c'est une très bonne chose, hein, puisque c'est collectivement ce que nous appelions de nos voeux depuis longtemps maintenant. Je rappelle juste que nos services d'eau et d'assainissement sont essentiellement financés sur des justement de volume. Donc si les volumes continuent à décroître, préserver la ressource, ça pose néanmoins un certain nombre de questionnements sur la pérennité des modes de financement de nos services d'eau et d'assainissement, et ce sera l'objet de notre troisième table ronde. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole aux experts. Et Monsieur le Président, merci de votre présence. Merci beaucoup.
Pierre Lust. Donc j'ai la responsabilité aujourd'hui de l'activité conseil de BDO. Alors je pense que c'est un logo que vous ne connaissiez peut-être pas pour la plupart d'entre vous qui étiez habitués à voir le BIP. Donc le BDO en 2018 a repris l'activité du BIP, le BIP qui était le Bureau d'information et de prévision économique créé en 1958 sous l'égide du général de Gaulle pour accompagner la transformation de l'économie française. Et à l'époque, le général de Gaulle voulait un centre de prévision indépendant qui puisse accompagner le fléchage des investissements du plan Marshall dans l'économie française. En 2018, le BIP a été repris par BDO. BDO est aujourd'hui le 5e cabinet d'audit et de conseil mondial, un cabinet d'origine européenne et avec un actionnariat français pour ce qui concerne BDO France. Notre cabinet, ça a été rappelé, accompagne l'AFP2E depuis la genèse de cette étude socio-économique et environnementale, dont c'est aujourd'hui la 8e édition. Je voudrais à ce titre-là remercier l'AFP2E pour la confiance qui nous a été témoignée, qui à la fois nous honore et nous oblige. À travers l'évolution de cette étude, on a pu constater 3 grandes évolutions dans la façon dont cette étude a été menée. Première évolution, c'est le nombre d'indicateurs qui ont été produits et que vous retrouvez dans l'étude qui a considérablement augmenté, ce qui témoigne vraisemblablement d'une volonté très très forte du secteur de pouvoir mieux communiquer et mieux expliquer ses activités à l'ensemble de son écosystème. Deuxième évolution également importante, c'est celle des sujets couverts. Vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de sujets aujourd'hui dans l'étude qu'il n'y en avait encore il y a quelques années. Et notamment, l'étude de cette année, elle est sous-titrée au défi du changement climatique. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une attente de plus en plus forte des clients, des investisseurs, des pouvoirs publics sur les actions qui sont menées par les entreprises en matière de développement durable. Et le président de l'AFP2E l'a rappelé il y a quelques instants, tout ça dans un contexte de raréfaction de l'eau et puis en même temps d'accroissement des phénomènes climatiques extrêmes. C'est un sujet sur lequel, chez BDO, on est extrêmement sollicité, à la fois par des opérateurs qui se posent la question de l'impact du réchauffement climatique et du dérèglement climatique sur la consommation d'eau. On en a touché un mot il y a quelques instants, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille pour un certain nombre d'opérateurs. Également pour des sociétés utilisatrices, consommatrices de l'eau qui s'inquiètent des problématiques d'approvisionnement et de la sécurisation des approvisionnements sur le moyen terme. On a un certain nombre d'industriels pour lesquels on travaille sur ces thématiques-là. Et puis également les banques qui se posent la question des risques physiques. Vous savez qu'ils sont soumis à des stress tests climatiques. Et donc à ce titre-là, ils peuvent également se poser la question des capacités de la sécurité d'approvisionnement d'un certain nombre des acteurs qu'ils ont pu financer. Et puis également de l'impact de risques climatiques extrêmes sur les actifs physiques qui ont été financés par ces banques. Ces sujets, c'est des sujets sur lesquels le BIP travaille de façon historique. Dès les années 70, le BIP a été à l'origine du premier tableau de bord environnemental pour le premier des ministres de l'Environnement français. Et aujourd'hui, je pense qu'à peu près 70% des projets qu'on mène sont liés à ces sujets de transition climatique. Troisième domaine également d'évolution de l'étude, il a trait à tout ce qu'on a pu porter comme regard sur les pratiques internationales. On a en France des champions internationaux. Néanmoins, il est toujours intéressant de voir quelles sont les pratiques dans d'autres pays et puis également les gouvernances qui s'opèrent dans ces pays. Donc c'est aussi un point sur lequel l'étude a beaucoup évolué. Voilà en quelques mots les grandes évolutions. Donc volume d'indicateurs, nouveaux sujets, notamment au regard des sujets de transition climatique et puis également approche internationale qui a été beaucoup plus développée dans cette étude que ça ne pouvait être le cas dans les études passées. Voilà, je propose peut-être de passer la parole à Béatrice Plat qui va restituer un petit peu plus en détail les principaux enseignements de l'étude. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il faut que je prenne la zapette également. Oui, donc effectivement, alors vous le savez, comme à chaque édition, ce rapport il s'appuie sur un nombre important de données issues de sources nationales, internationales, et puis aussi des données issues d'une enquête exhaustive que nous menons auprès des entreprises de la FP2E, et je remercie les équipes qui ont fait des efforts d'implication pour cette enquête. Alors, on va découvrir quelques enseignements. Alors, changement climatique et nappes souterraines. Ce que l'on observe entre 2015 et 2017, eh bien, c'est que globalement, sur le territoire,
la majorité des départements n'ont soit pas connu de variation significative du niveau des nappes souterraines, c'est ce que vous voyez en gris, soit connu des variations positives, c'est ce que vous voyez en bleu. Néanmoins, il y a eu vous voyez qu'il y a quelques territoires qui se retrouvent dans des cas critiques et qui ont déjà connu, c'est en vert, et qui ont déjà connu des baisses donc, de leur niveau de nappe phréatique sur cette période. Cette période, on est avant 2022, donc avant les effets de la sécheresse. Et ce que nous disent les projections de l'Agence européenne de l'environnement au sujet de ces nappes phréatiques, eh bien, c'est que si on se projette à plus long terme, et si nous étions dans un scénario de réchauffement climatique de 3 degrés, eh bien, vous voyez le territoire français en rose, tout ce qui est en rose, eh bien, la majorité des cours d'eau des nappes souterraines françaises serait susceptible de baisser dans des proportions pouvant aller jusqu'à moins 10%. Et je vous rappelle donc que les eaux souterraines, les nappes souterraines, c'est 2/3 des prélèvements pour l'eau potable. Alors, concernant les cours d'eau, là, si on regarde dans le rétroviseur, je dirais que le constat est un petit peu plus sévère, puisque au cours des 10 dernières années, on observe que plus de la moitié des départements ont vu leur niveau moyen annuel de baisser de 5%, c'est ce que vous voyez en vert, et qu'il y en a à peine un quart qui ont vu leur niveau moyen augmenter. Donc la situation sur le... Et là encore, on ne prend pas en compte l'année 2022, puisque les chiffres n'étaient pas disponibles à l'époque. En revanche, si on regarde au niveau national, ce graphique en haut à droite qui nous dit quel est le niveau le plus bas mesuré des cours d'eau dans la période estivale. Alors on voit déjà, ce qu'on observe, c'est que la tendance la tendance est baissière sur les années récentes. Alors certes, il y a des exceptions, comme l'année 2021 qui était une année, rappelez-vous, à pluviométrie élevée. Mais il y a aussi ce record à la baisse de 2022, record historique à la baisse, donc sur ce niveau moyen des étiages durant la période estivale. Et ce que nous disent également donc, les projections de l'Agence européenne de l'environnement sur ces cours d'eau, eh bien, c'est que si nous étions dans un scénario de réchauffement climatique de l'ordre de 2,5 degrés, eh bien, la plupart des cours d'eau en France verraient leur déficit s'aggraver de 25%, voire même de 50 à 70% sur le grand quart, on va dire, sud-ouest du pays. Alors, ces effets du changement climatique, donc sécheresse plus intense, température plus élevée, et donc qui vont, on vient de le voir, toucher davantage certains territoires que d'autres, eh bien, ils vont intervenir alors même que la croissance démographique va se poursuivre. Donc, vous voyez ici nos projections à 2030. En fait, on fait des projections par commune, mais nous les avons moyennées ici par département. Et vous voyez qu'en fait, les tendances démographiques qu'on a connues dans le passé vont continuer à se poursuivre. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont continuer à se dépeupler ou ne pas voir progresser leur population. Ce sont toutes les régions du nord, du centre, de l'est. Et puis, il y a des territoires qui vont continuer à rester très attractifs en termes de population. Donc ça veut dire que sur ces territoires-là, lorsqu'un territoire il voit à la fois combiner une croissance démographique plutôt dynamique et des problématiques de manque d'eau, eh bien c'est sur ces territoires où il va y avoir des enjeux de gestion quantitative de la ressource, notamment, et des enjeux par exemple d'interconnexion entre services pour pouvoir assurer des approvisionnements en période estivale. Alors, les Français sont tout à fait conscients de ces problématiques, de ces risques futurs de manque d'eau, puisqu'ils sont 7 sur 10 à dire oui, je pense que dans ma région, je risque de manquer d'eau. Mais la nouveauté, c'est que ça a plutôt tendance à s'accroître dans le temps, puisque là, c'était les chiffres 2022, donc c'était 2 fois plus qu'un an auparavant. Et ils sont même de plus en plus nombreux à envisager cette éventualité, même à relativement court terme, moins de 10 ans. Et ils sont 11% et c'était 2 fois moins un an auparavant. Alors, néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance sur les prélèvements d'eau pour les usages domestiques, donc on va dire pour l'eau potable, elle avait baissé, mais elle a tendance à se stabiliser.
depuis quelques années, c'est la courbe que vous voyez en bleu, donc stabilisée sur les années récentes globalement, hein, alors même que la population a continué d'augmenter. Donc ça veut dire que pour un même prélèvement, on est capable de, on va dire, alimenter, servir un nombre plus important de personnes. Et donc cela a plusieurs raisons. La première, une des raisons peut être ces effets de sobriété des usages qui seraient déjà installés. Il y a bien évidemment les effets techniques que vous connaissez. Dans les bâtiments, dans les logements, on renouvelle des équipements et ces équipements sont plus économes en eau, les process sont plus économes en eau également. Donc ces effets-là comptent sur cette tendance à la stabilité des prélèvements. Mais il y a d'autres effets, d'autres raisons à cette évolution. Parlons de la réduction des fuites d'eau. Ici illustré par, on va dire, l'envers, le complément du taux de fuite d'eau qui est le rendement des réseaux. Donc ce que l'on observe sur l'évolution du rendement des réseaux est bien que le rendement des réseaux a progressé, vous voyez, entre les périodes, entre 2013 et 2020. Point notable, ça a progressé plus rapidement dans les services gérés par les entreprises de l'eau que sur l'ensemble des services. Et nous sommes confiants sur cette tendance parce que pour les entreprises de l'eau, nous disposons de données exhaustives. Donc ça, c'est une évolution positive, hein. On va vers, cette tendance va se poursuivre, on va vers une réduction du taux de fuite dans les réseaux. Mais pour bien, on va dire, agir là où il faut et localement sur la réduction des fuites des réseaux, eh bien, il faut bien connaître son patrimoine. Là aussi, il y a du mieux, puisque les chiffres 2021 nous indiquent que dorénavant, voilà, qu'il y a une forte progression de la connaissance de son patrimoine. Encore là aussi davantage dans les entreprises de l'eau que sur l'ensemble des services. Alors bien sûr, cette tendance, et vous le savez, parce que vous êtes des connaisseurs, ça a été en partie, enfin grandement dû à une politique dissuasive en termes de redevances et qui a fait qu'on connaît très bien son patrimoine. Et puis à l'occasion, à la suite des assises de l'eau, il avait été annoncé 50 millions d'euros pour aider on va dire, les plus petits territoires ruraux à connaître leur patrimoine. Alors sur ces deux indicateurs, ce qu'il faut avoir en tête, que ce soit le rendement des réseaux ou la connaissance du patrimoine, ce qu'on observe, ce que les chiffres nous disent, c'est qu'il y a quand même une inégalité entre les services de grande taille et les services de plus petite taille. Donc c'est bien sur ces services de plus petite taille eh bien qu'il faut absolument cibler les actions sur la détection des zones à risque, on va dire, sur les fuites d'eau. Donc des leviers pour préserver la ressource, donc poursuivre ces améliorations et ces tendances sur la réduction des fuites. Et puis également, côté consommateur, eh bien, on peut évoquer comme solution les compteurs dits intelligents. Donc aujourd'hui, ils équipent 42% du parc des compteurs des entreprises de l'eau. Et il faut faire le lien avec le fait que ces compteurs intelligents, en fait, ils permettent de répondre à une des attentes des consommateurs qui sont très majoritairement les Français à être demandeurs de solutions qui puissent leur permettre si vous voulez, de recevoir des alertes en cas de surconsommation parce que détection possiblement de fuite. Donc voilà, ces indicateurs se parlent. Et là aussi, le 42% de compteurs dits intelligents, c'était 30% il y a 4 ou 5 ans, donc ça ne cesse de progresser d'année en année. D'autres leviers existent également pour préserver la ressource dans ce contexte de changement climatique. On parle en premier lieu donc de la réutilisation des eaux usées traitées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à présent, il y a assez peu de données sur les volumes dans les différents pays européens. Les données ne sont pas encore tout à fait suivies, mais c'est une tendance d'avenir qui sera portée par plusieurs choses. D'une part, par le fait que, vous le savez, en France, donc, ça fait partie des objectifs du plan eau de début 2023 de développer ces usages. Ça sera également porté par des réglementations, puisque la réglementation va, au niveau européen et français, voilà, va définir quels usages peuvent être faits. Et puis, ça va être également porté par les consommateurs, parce qu'encore une fois, les Français sont majoritairement en faveur de l'utilisation de ces eaux usées traitées.
Alors, nous avons collecté des données auprès des entreprises de l'eau, donc sur ces centres de recyclage de l'eau. Donc, vous aurez des données sur le nombre, la localisation, les principaux usages. Vous verrez également que, alors certes, cela nécessite, on va dire, de créer de nouveaux réseaux de distribution de ces eaux usées traitées, mais néanmoins, vous verrez dans le rapport qu'il y a un potentiel assez intéressant en Europe et en France sur les usages d'irrigation. Donc tout ceci, on est bien pour éviter de prélever de l'eau potable pour d'autres usages. Et puis, autre levier, eh bien, les recharges de nappes, donc, qui consistent à accumuler de l'eau, à prélever de l'eau sur des eaux de surface lorsque celles-ci sont abondantes, et pour limiter l'évapotranspiration. Vous aurez aussi dans la brochure des données sur la dizaine de centres de recyclage, de recharge de nappes qui existent aujourd'hui sur le territoire. Alors, quittons maintenant, on va dire, intéressons-nous à présent à la qualité des masses d'eau. Ici, c'est la nouveauté de ce rapport. On a souhaité donc étoffer ces questions de qualité des masses d'eau en s'intéressant aux eaux de baignade. Donc, vous aurez tous les détails, eaux côtières, eaux intérieures, etc. Vous avez ici l'agrégat. Alors, vous savez, en France, il y a de nombreux sites de baignade et ça participe de l'attractivité touristique du pays, mais néanmoins, la France ne fait pas partie des meilleurs élèves en termes de qualité des eaux de baignade, puisque avec 76% d'eau en excellente qualité, elle est de 10 points inférieure à la moyenne européenne. Alors, ce qu'il faut savoir sur la qualité de ces eaux de baignade, eh bien, c'est qu'avec le changement climatique, eh bien, des risques vont, on va dire, se montrer plus fréquents, plus intenses, puisque avec des températures plus élevées, eh bien, il y a des risques de prolifération d'algues, d'espèces invasives, de bactéries, etc. Avec des sécheresses plus intenses et la baisse du débit des cours d'eau, eh bien, il y a des risques de concentration plus importante de polluants. Et avec des épisodes de pluie intense et d'inondation, eh bien, il y a des risques de déversement des eaux usées dans les milieux et donc on va dire, de contamination de ces eaux par des virus et des parasites. Donc des enjeux qui concernent également ces eaux de baignade. Alors oui, dans les solutions, oui, eau de baignade, donc j'y reviens. Je peux revenir en arrière ? Ouais, voilà. Je voulais juste vous dire un dernier mot. Les leviers. Le levier existe parce que d'une part, pour essayer d'éviter cela, il faut que nous ayons localement des stations d'épuration qui soient, on va dire, fiables, adaptées. Et puis il faut également des systèmes de surveillance, on va dire, réactifs de ces sites de baignade pour que les populations puissent être averties. Donc ce sont les ARS qui s'en chargent principalement, mais les entreprises de l'eau font également du suivi sur les sites qui leur sont confiés. Donc nous étions sur les eaux de baignade. Je vous propose maintenant de passer à la qualité des autres masses d'eau, donc souterraines et de surface. Vous trouverez dans le rapport toutes les évolutions européennes, françaises et détaillées par composante. Le principal message qu'il faut retenir, c'est que sur 10 ans, entre 2009 et 2019, c'est la dernière année disponible, eh bien la qualité des masses d'eau s'est globalement améliorée en France. Alors néanmoins, il reste des progrès à accomplir, puisque vous voyez que les barres en bleu signifient cette part des masses d'eau qui sont considérées comme n'étant pas en bon état du point de vue des normes de la DCE. Donc là aussi, des solutions existent. La priorité est donnée aux actions qui vont permettre de limiter les polluants à la source, mais il existe aussi des solutions en aval. Donc, comme vous le savez, les stations, les équipements d'épuration ont des exigences en termes de taux de polluants, de substances polluantes qu'elles doivent éliminer avant de rejeter l'eau dans les milieux. Eh bien, ce que les chiffres nous indiquent là de 2021, eh bien, c'est que les performances de ces installations gérées par les entreprises de l'eau ont progressé sur les années récentes et, par ailleurs, sont supérieures à celles de l'ensemble des services.
La petite carte, c'est pour vous indiquer en bas, vous savez, enfin, certains d'entre vous s'en rappellent, on a plus de 560 agglomérations en France qui ont été mis en demeure en 2021 de mettre aux normes leurs stations d'épuration d'ici à 2030. Donc ça veut dire que voilà, au regard des systèmes de mesure de qualité d'aujourd'hui, donc les problématiques, les situations critiques sont identifiées. Il est planifié d'y remédier d'ici à un horizon de 10 ans, et donc tout ceci devrait contribuer à améliorer les masses d'eau. Mais ce qu'il faut avoir par ailleurs en tête, et vous, la plupart d'entre vous l'ont déjà évidemment, c'est qu'il est question, donc avec la directive ERU, la révision de la directive ERU en cours, de renforcer la question du suivi et de l'élimination des micropolluants. Donc c'est en discussion, mais néanmoins c'est fort probable que cela puisse advenir. Et donc ça veut dire que, eh bien, il va falloir renforcer, au-delà de ce qui est déjà prévu, mais il va falloir renforcer la façon de traiter les eaux usées. Donc ça, c'était pour le levier assainissement. N'oublions pas qu'en termes de levier aussi pour améliorer la qualité des masses d'eau, eh bien, il y a bien évidemment la protection des captages. Les choses ont progressé ces dernières années. Il reste encore des progrès à faire, mais les choses ont progressé. Et puis, il y a la solution du traitement de l'eau potable, des types de traitement de l'eau potable. Et donc là, chez les entreprises de l'eau, on a remarqué également, d'après les chiffres, donc il y a une progression des sites, des capacités des sites équipés de membranes, et du coup, qui est une technique intéressante, puisque elle est efficace. Alors certes, c'est peu développé en termes de volume, hein, au regard des capacités totales, parce que c'est un processus relativement coûteux. En revanche, il est efficace pour éliminer les microsubstances. Voilà. Maintenant, on passe à la qualité de l'eau potable. Non plus des masses d'eau, mais la qualité de l'eau potable, donc qui sort du robinet. Ce que les données de 2021 nous apprennent, eh bien, c'est que trois choses. En fait, c'est qu'il y a des performances inégales qui sont de trois ordres. Premièrement, les entreprises de l'eau ont de meilleures performances que l'ensemble des services. Deuxième constat, c'est que quel que soit le mode de gestion, en revanche, les performances de 2021 se sont dégradées par rapport aux années précédentes. Et pourquoi ? Parce que la liste des substances, on va dire, à détecter et à traiter s'est allongée fin 2020, et que du coup, il faut un temps d'adaptation, que l'on espère le plus court possible, pour permettre au process de pouvoir détecter et éliminer ces substances, et ce qui fait que, quel que soit le mode de gestion, les performances se sont dégradées en 2021. Et troisième constat, bien là aussi, je dirais une nouvelle fois sur ces indicateurs d'eau potable, eh bien, c'est qu'il y a des différences entre les tailles de services. Les services de plus petite taille en nombre d'habitants ont des performances sanitaires de l'eau potable qui sont inférieures à celles des grands services. Donc c'est bien évidemment sur ces services-là que les progrès doivent être accomplis en priorité. Et je dirais davantage sur tout ce qui est physico-chimie, hein, c'est la partie de droite du tableau, puisque c'est là où les écarts entre grands et petits services sont les plus importants. Parlons de financement, quelques mots de financement. Donc, on va dire le cadre, financier qui régit à la fois le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau. Donc, ce sont les SDAGE, hein, les schémas d'aménagement, les gestions de l'eau. Donc, les programmes 2022-2027 ont été agrégés ici. Et ce qu'ils nous indiquent, c'est que au global, hein, si on prend toutes les actions de financement prévues pour petit et grand cycle de l'eau, ça va être en croissance de 5% par rapport au précédent programme. Et que cette augmentation, elle va surtout concerner les postes, les domaines, hein, qui sont en différentes couleurs, les postes, les domaines qui vont prioritairement s'attacher à réduire les émissions de polluants à la source. Puisque c'est bien ça la priorité, il faut éliminer à la source, plutôt que, on va dire, de ne jouer que sur des solutions curatives. Alors je fais une petite parenthèse quand même pour dire qu'au-delà des financements, on va dire, qui sont assez bien fléchés au niveau public, parce que ça passe par
les budgets d'eau sont publics, voilà, ça passe par les redevances. Il faut quand même signaler aussi et ne pas oublier de compter dans ces investissements tout ce qui concerne la partie privée, le financement privé via la R&D, puisque pour trouver des solutions, voilà, tout ce que je viens d'évoquer précédemment, des traitements plus efficients, etc., eh bien, il faut de la R&D. Mais revenons donc sur les financements des SDAGE. Donc, comme vous le savez, ces financements des SDAGE, ils vont se traduire dans les engagements des agences de l'eau, donc sur la période 2025-2030, puisqu'il y a 3 ans de décalage. Et si on fait une première estimation, on va dire, donc des financements des agences de l'eau vers le petit cycle de l'eau uniquement, on est de l'ordre de 2 milliards d'euros par an pour le petit cycle de l'eau. OK. Mais quels sont les besoins ? Les besoins, la filière française de l'eau les estime à 3 milliards d'euros par an, pendant 5 ans. Mais si on fait au global, ça veut dire qu'on est quand même sur des postes, sur un besoin de financement qui est un peu plus élevé que ce qui est déjà prévu. Et en plus, si les domaines concernés ne sont pas les mêmes, ça fait un besoin de financement complémentaire. Et puis vous verrez dans l'étude, l'OCDE a fait des projections, des scénarios sur les différents pays européens, ici dans la France. Et il y a un scénario élevé, leur scénario élevé nous indique qu'il y aurait un besoin de l'ordre de 2,6 milliards par an, mais cette fois-ci pendant 10 ans. Donc là, vous voyez, ce scénario haut, il est intéressant parce qu'il nous il nous indique que potentiellement, voilà, le besoin de financement peut être beaucoup plus élevé. Il va plus loin un petit peu ce scénario, parce qu'il prend déjà en compte la directive REU, qui est toujours en discussion, sur le fait que les stations d'épuration vont devoir traiter avec plus de renforcement cette question des micropolluants, alors que c'est une directive voilà, qui est encore incertaine, je dirais, en termes d'échéance, de calendrier, etc., etc. Mais c'est un scénario intéressant qu'on a souhaité vous partager. Alors, néanmoins, et la question n'est pas nouvelle, le modèle économique des services publics de l'eau est toujours d'actualité. Bon, ça fait déjà quelques années. Et ça a été dit en introduction. Effectivement, donc ces redevances-là, tous ces financements SDAGE, agences de l'eau, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que les redevances, elles sont fondées sur les volumes d'eau et que les prix de l'eau, donc qui couvrent également une partie des investissements et également les coûts d'exploitation, eux aussi sont pour partie fondés sur des volumes d'eau. Donc, on a des besoins de financement qui vont être plus élevés dans l'avenir. Or, sur la période récente, et vous le découvrirez dans le rapport, les volumes d'eau consommés ont tendance à être globalement stables. Et il se peut qu'à l'avenir, et peut-être d'ores et déjà à partir de 2022, les prochains chiffres nous le diront, il se peut que la consommation d'eau baisse, peut-être dès 2022, si des comportements de sobriété se sont, on va dire, accentués lors de la sécheresse de 2022 et sont susceptibles de durer dans le temps. Voilà, donc c'est cette dimension qu'il faut avoir pour apprécier le futur modèle économique des SPE. Alors bien sûr, les collectivités ont des leviers, l'emprunt, pouvoir établir une tarification qui soit juste du service, c'est-à-dire qui puisse couvrir à la fois les coûts d'exploitation et les coûts d'investissement, tarification incitative, etc., etc. Vous découvrirez tout ça dans le rapport. Alors, un petit mot côté ménage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget eau des ménages est, depuis 20 ans, et toujours en 2021, contenu. Contenu, ça veut dire qu'il reste à 0,8% de leur budget global annuel. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est là où on aime bien faire des liens avec les différentes sources de données, eh bien, c'est que 2/3 des Français sont prêts à payer l'eau un petit peu plus cher si ça répond à des enjeux environnementaux et s'ils le comprennent, bien évidemment, et le savent. Autre panorama, quelques données sur donc, les entreprises de l'eau. Alors vous verrez, il y a beaucoup d'indicateurs dans le rapport qui comparent, on va dire, des performances, on va dire, ou des indicateurs des entreprises de l'eau comparés à tous les autres secteurs de l'économie française. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est 28 000 emplois dans les entreprises de l'eau. Il y a une petite croissance en 2022. Vous voyez des emplois maillés, comme vous le voyez sur la carte, maillés sur tout le territoire. 100 000 emplois dans la filière,
c'est une acceptation, donc si on compte les emplois des entreprises de l'eau, les emplois dans les régies et les canalisateurs. Donc c'est une acceptation un tout petit peu restreinte de la filière. Voilà, mais c'est un ordre de grandeur qui peut être utile. Des emplois maillés sur le territoire, très majoritairement en CDI, bien plus que la moyenne tout secteur en France, et avec un taux d'apprentis de l'ordre de 5%, ce qui est 2 fois plus que la moyenne tout secteur. Également beaucoup d'emplois et beaucoup de chiffre d'affaires, une part importante des emplois et du chiffre d'affaires qui est fait à l'international, et donc ce qui fait que les entreprises de l'eau en fait ont un taux d'exportation qui est de plus élevé que la moyenne de l'industrie en France, et qui fait qu'elles sont contributrices positivement à la balance commerciale de la France. Un zoom sur l'emploi féminin, nous n'avons pas pu y résister. Alors, sachez que l'emploi féminin, alors, on va dire relativement peu développé dans les entreprises de l'eau, puisqu'on est à 1/3 d'emploi de femmes, alors que dans la moyenne tout secteur, grosso modo, c'est moitié-moitié. Mais néanmoins, l'emploi progresse dans les entreprises de l'eau, a progressé ces années récentes, vous le voyez, grâce au recrutement. Et puis nous avons également, donc, à partir des données demandées, donc, calculé l'indice d'égalité professionnelle. Et pour les entreprises de l'eau, eh bien, sachez que cet indice ressort à 90 sur 100, ce qui est plus que la moyenne tout secteur en France, puisque la moyenne est à 80%. Et c'est ça. Et c'est dû au fait que, notamment parmi ces indicateurs d'égalité professionnelle, eh bien que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est favorable, et oui, favorable aux femmes dans les entreprises de l'eau, ce qui est une situation totalement atypique en moyenne française. Et ça s'explique par le fait qu'il y a une part plus élevée de femmes que d'hommes chez les cadres dans les entreprises de l'eau. Voilà, et puis pour terminer, allez, un dernier, on reboucle avec les aspects environnementaux, donc sur un dernier mot sur l'empreinte environnementale des services d'eau, c'est-à-dire l'empreinte de leur process. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les émissions de GES des services d'eau dans leur ensemble sont faibles aujourd'hui, hein, c'est 0,11% des émissions de GES de la France, mais néanmoins, ça devra être quasiment réduit à rien du tout à horizon 2050 si on veut respecter les objectifs de Paris. La consommation énergétique aujourd'hui, c'est essentiellement de l'électricité. Donc nous sommes en France, donc électricité considérée comme décarbonée. Ce sont essentiellement les opérations de pompage de l'eau potable qui sont les plus consommatrices d'énergie. Et à ce titre, il existe également des technologies, des évolutions technologiques qui vont permettre d'avoir davantage d'efficience énergétique sur ces questions-là. Sachez également, ou ayez en tête plutôt que la directive ERU, toujours celle-là qui est en discussion, donc prévoit qu'il y ait une neutralité énergétique sur les installations de traitement des eaux usées en 2040. Donc ça veut dire que l'énergie consommée dans ces installations devrait être équivalente à la production d'énergie renouvelable. Et donc ça concernera donc les installations de capacité supérieure à 10 000 équivalents habitants qui sont aujourd'hui majoritairement gérées par les entreprises de l'eau. Et puis donc cette neutralité énergétique, eh bien, elle passera par davantage de biométhane qui sera injecté dans les réseaux publics pour alimenter le chauffage des bâtiments, etc. Aujourd'hui, les installations de méthanisation sont majoritairement localisées dans les services gérés par les entreprises de l'eau. Donc aujourd'hui, l'énergie est pour partie utilisée pour faire fonctionner les process et pour partie injectée dans le réseau, mais dans des proportions très faibles. Et donc il y a des ambitions fortes de la filière pour injecter de plus en plus de méthane dans le réseau public. Et on a déjà, à très très court terme, la filière prévoit de multiplier le nombre de steps concernés par 3 d'ici à 2025. Et puis vous verrez dans le rapport, voilà, avec des projets de développement un peu plus lointains. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et puis nous sommes à l'écoute peut-être de questions s'il y en a. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
Tout a été limpide. Oui, monsieur. Dans le Pas-de-Calais, on ne manque pas d'eau, c'est sûr, malheureusement. Vous avez évoqué tous les types d'eau, sauf un, l'eau pluviale. Or, je peux comprendre, ici on est dans des fédérations de producteurs d'eau potable et qu'effectivement l'eau pluviale, c'est peut-être difficile à évoquer, mais j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on demande à ce que les gens soient économes en eau du robinet, qu'on protège la nappe. Et le fin août est sorti un décret qui gêne beaucoup d'élus, le décret signé par M. Béchu, concernant la réutilisation des eaux usées, mais dedans était intégrée la réutilisation de l'eau pluviale, qui désormais est interdite dans les logements. Or, moi, en tant qu'élu local, pendant des décennies, j'ai autorisé, lors de construction d'habitations, en accession à la propriété, de mettre une cuve à eau pluviale à charge de l'acquéreur du terrain, d'en faire ce qu'il voulait, où il arrose son terrain, sa pelouse, où il lave sa voiture, où il s'en sert à usage d'habitation. C'est ce que j'ai fait chez moi. Donc effectivement, je suis passé de 120 mètres cubes d'eau potable à 20 mètres cubes d'eau potable. Alors effectivement, il y a un enjeu financier, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la consommation d'eau paye le prix du traitement de l'eau, mais jusqu'à un certain point, parce que pour l'instant, dans les EPCI, on n'est pas en déficit par rapport à cette thématique. Or, aujourd'hui, ce décret interdirait l'usage d'eau à destination des particuliers. Et bon, on sait que l'eau pluviale réutilisée dans un logement, votre système de chauffage de l'eau, il n'y a plus de calcaire dans l'eau de pluie, donc votre système dure plus longtemps. Vous ne mettez plus de produits anti-calcaire dans le lave-linge parce que l'eau de pluie, il n'y a pas de calcaire. Le seul inconvénient, puis je ne parle pas des sanitaires, mais le seul inconvénient de ce système-là, c'est que tous les 6 ou 7 ans, il faut désinfecter la cuve eau pluviale parce que les bactéries d'atmosphère sont dans la cuve. Or, à un moment donné, il faut bien trouver un équilibre entre la qualité d'eau de la nappe, parce que vous avez dit qu'effectivement, si le niveau, vous pouvez passer de 10%, moi j'ai eu des réunions avec mon fermier dans mon département principal qui me dit que d'ici 2040, on pourrait plutôt baisser de 20% le niveau de la nappe. Ce qui est encore dans des conditions acceptables, sauf que quand vous baissez de 20%, le taux de pollution augmente. Et par chez moi, j'ai un polluant important qui s'appelle le perchlorate d'ammonium, qui vient de la Première Guerre mondiale, et qu'on pourrait être à la limite de couper l'alimentation en eau potable. Et finalement, vous avez parlé de ce fameux filtre qui existait, on l'a proposé. Le problème, c'est que le filtre, il est tellement puissant qu'en gros, après le filtre, c'est presque de l'eau distillée qui sort. Il faut remettre des oligo-éléments dans l'eau pour qu'elle devienne consommable. Donc c'est un vrai problème. Alors c'est un peu la quadrature du cercle. Or, il existe pour les EPCI une taxe par rapport à l'eau pluviale qui a été mise en place, je crois, par un député il y a quelques années, du Pas-de-Calais d'ailleurs, qui permet à ce que les EPCI mettent une taxe à la surface de toiture en permettant ainsi de récupérer l'eau potable pour les particuliers et de redonner des redevances à l'EPCI pour continuer effectivement à payer le traitement de l'eau. Et ça, vous n'en avez pas parlé de l'eau potable, parce que le décret qui est sorti fin août vous avantage. Je suis cash, je vous pose la question, parce qu'effectivement aujourd'hui, ça voudrait dire que quelqu'un qui veut utiliser l'eau potable, l'eau de pluie à usage domestique, il ne peut plus le faire. Laurent Brunet va vous répondre, merci. Merci. Oui, je me présente, Laurent Brunet, je suis président de la commission scientifique et technique de la FP2E. Alors, monsieur le sénateur, moi, je vois, je ne sais pas si une personne de la Direction générale de la santé à la salle, mais comme par mon nom, je vais quand même apporter une réponse, parce qu'on a suite au décret que vous mentionnez, on a effectivement beaucoup participé à des réunions, des échanges. Et effectivement, ce que vous avez mentionné a inquiété un certain nombre d'acteurs et qui avaient une lecture du décret selon laquelle on ne pouvait plus utiliser l'eau de pluie dans les habitations. Et donc là-dessus, l'administration était claire, que ce soit ministère de la Santé ou ministère de l'Environnement. C'est pas tout à fait la manière dont il faut lire le décret. C'est-à-dire que le premier décret qui est sorti l'été en août, c'est un décret qui vise les usages non domestiques.
Et là, effectivement, l'eau de pluie n'est pas autorisée pour les usages non domestiques. Par contre, les usages que l'on appelle domestiques, donc ceux que vous citez, monsieur le sénateur, donc les machines à laver, les toilettes, etc., il y a un deuxième décret qui arrive, dont un premier jet où les grandes lignes ont été présentées à une réunion publique par le ministère de la Santé très très récemment. Ce deuxième décret arrive, lui autorise l'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments, ne contredit pas un arrêté qui existe depuis 2008 sur ce sujet, mais va préciser un certain nombre de choses. Donc ce point, juste pour vous rassurer, effectivement, l'utilisation d'eau de pluie est autorisée aujourd'hui par un arrêté, va être confirmée par un décret, avec quand même un certain nombre de précautions. Précautions sur la sécurité sanitaire, parce qu'une eau de pluie, c'est une eau qui peut être contaminée, hein, sur les toits, il y a les fientes d'oiseaux, etc. Ça peut être contaminé, donc il ne faut pas que cette eau de pluie aille contaminer le réseau d'eau potable. Donc là, il y a des précautions à prendre, premièrement. Et puis deuxièmement, un sujet également financier. On parlait tout à l'heure, le sujet du financement des services d'eau a été évoqué. L'eau de pluie qu'on utilise par exemple pour les toilettes, c'est une eau ensuite, c'est un volume d'eau qui va terminer à la station d'épuration. Et si on ne comptabilise pas cette eau de pluie, on ne paye pas la redevance assainissement là-dessus, et donc ça ne finance pas la juste partie que ça devrait pour les services d'assainissement. Donc voilà les deux sujets de préoccupation qui doivent être répandus, mais je tenais quand même à vous rassurer, l'utilisation de l'eau de pluie dans les logements n'est pas interdite.